Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. Alors, plein de sujets aujourd'hui, et oui, étonnamment, même si l'actu n'est pas énorme, plein de sujets. Je vais revenir un tout petit peu sur les GeForce Now, vous savez, la proposition RTX 3080. J'ai quelques précisions à faire dessus, et j'ai eu quelques retours d'ailleurs d'abonnés, et puis il y a des sites qui en ont parlé, donc c'est assez intéressant. Je vais également revenir sur les propos de Phil Spencer, et oui, sur deux propos de Phil Spencer particuliers. Et je vais peut-être même un peu le reprendre, j'essaie d'être objectif, je vous l'ai dit, même si sur le fond il a raison. Il y a quand même quelque chose qui m'a, on va dire, un petit peu surpris. On va parler aussi de Nvidia RTX. Durant le CES, ils vont présenter de nouvelles cartes, ou pas. On va également revenir sur un jeu qui a été présenté durant le Game Awards, c'est-à-dire un 4X Dune, et en particulier le studio qui va le concevoir, enfin qui le conçoit, c'est assez intéressant. On va également parler de Star Wars Eclipse, vous savez, le jeu de Quantic Dream, qui va être développé par Quantic Dream, qui va arriver d'ici pas mal de temps, mais c'est assez intéressant, on a des infos dessus qui vont me faire basculer d'ailleurs sur les moteurs de jeu personnels, les moteurs de jeu propriétaires au studio, versus les moteurs de jeu comme Unreal Engine 5 par exemple. Pourquoi des studios font leur propre moteur de jeu, et vous allez voir, c'est assez intéressant, je pense. On va également parler d'un film, je vais vous faire économiser 1 heure de votre vie, parce que c'est un film très court, hein, il dure 1h05, hors générique, et bien vous allez gagner 1h05 de votre vie grâce à moi. Et on finira sur des jeux de rôle sur table, je vais vous parler un peu de jeux de rôle sur table, et donner 2 ou 3 conseils comme ça en passant pour ceux qui voudraient démarrer le jeu de rôle. A tout de suite. Donc en 2 secondes, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je me répète souvent là-dessus, mais c'est très important, la cloche bien entendu, et les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Alors on va d'abord parler de GeForce Now, je vous ai parlé de l'offre RTX 3080, qui a l'air juste superbe entre guillemets, hein. C'est du cloud, il faut la connexion nécessaire, 50 mégabits seconde, pour profiter pleinement de l'expérience, mais le résultat est juste probant, puisque ce serait apparemment supérieur à un PC local RTX 3070 Ti, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Le temps de latence est superbe aussi. Vous regarderez ma vidéo, je précise que je ne suis absolument pas subventionné par Nvidia, je ne suis pas sponsorisé quoi que ce soit, hein. Je reporte simplement les informations telles qu'elles ont été décrites par plusieurs abonnés d'ailleurs, des abonnés qui m'ont dit j'ai essayé l'offre, ça a l'air très intéressant, et par d'autres chaînes YouTube qui ont essayé également cette offre, car je ne la possède plus. Je possédais bien entendu GeForce Now avant, je l'ai essayé en particulier sur Cyberpunk 2077 avec ma Shield Pro TV, mais je ne suis plus abonné actuellement à GeForce Now, je le précise, mais il y a d'autres chaînes qui l'ont essayé, d'autres chaînes YouTube, et qui ont tous reporté que c'était quand même assez impressionnant et bluffant. Et si j'en parle, c'est parce que finalement, même si je le veux ou si je le veux pas, parce que moi je préfère quand même le physique, je préfère les PC locaux, je préfère bien entendu les consoles physiques, etc., etc. Mais l'avenir se dessine quand même vers ça. Quoi qu'on y fasse, on va y aller à grands pas, je vous le garantis, parce que bien entendu la jeunesse en particulier est plus habituée que nous, en tout cas que moi, au cloud, et donc bien entendu c'est la jeunesse qui va pousser les nouveautés dans l'avenir. Et donc la précision que j'amène, c'est que certains ont dit moi je veux les jeux, je veux garder les jeux pour moi, au cas où le service ferme. Alors vous n'avez pas les jeux en physique, mais sur PC finalement, il n'y a plus beaucoup de monde qui ont leurs jeux en physique, il y en a encore bien entendu, mais il n'y en a quand même plus beaucoup, hein. Beaucoup passent maintenant par Steam ou Epic Games par exemple. Eh bien, vos jeux, vous les aurez quand même. C'est-à-dire que vous pouvez charger votre jeu en local et jouer sur votre PC en local, ou jouer par le GeForce Now. GeForce Now, simplement, vous devez acheter le jeu, mais il vous appartient le jeu. C'est toute la différence, par exemple, avec Stadia, où effectivement, si Stadia fermait, eh bien votre jeu, en théorie, vous ne pourriez plus y jouer parce qu'il est adapté aux serveurs Stadia qui ont une surcouche Linux. Et donc, vous ne pouvez pas y jouer en local si Stadia venait à fermer. Alors, Stadia a précisé quand même, Google a précisé que si jamais il fermait, vous auriez la possibilité d'avoir le jeu autrement, bien entendu. Alors, Phil Spencer a eu des propos très intéressants. Il a dit qu'en particulier, pour lui, la vision, c'était plus de combattre finalement, entre guillemets, d'être adversaire, entre guillemets, de Nintendo et de Sony, mais qu'il voyait plus loin, qu'il fallait aller au-delà de ça. C'est-à-dire que premièrement, ses vrais adversaires, il avait déjà précisé, c'était plutôt Google, c'était plutôt Amazon, et non plus, bien entendu, Sony et Nintendo, c'était plutôt les adversaires du Game Pass et du xCloud. Mais surtout, il a dit que ce qu'il voulait, lui, c'est que le gâteau soit plus gros, c'est-à-dire qu'il n'avait pas envie de manger les parts chez quelqu'un d'autre, des parts plus grosses par exemple sur Sony ou Nintendo, mais plutôt que le gâteau grossisse pour que tout le monde puisse en profiter, dont bien entendu Xbox. Et donc ça ne l'intéresse pas de diminuer les parts de Sony ou Nintendo, mais plutôt d'augmenter la globalité pour avoir plus de parts ailleurs. C'est vrai, mais c'est là que je mettrai un bémol.
Pourquoi faire des jeux exclus? Alors déjà, ne me sautez pas dessus, je vois déjà la réponse. Parce que par exemple, Sony en fait, parce que Nintendo en fait, et il a tout à fait raison, c'est les exclus qui vont attirer dans le Game Pass. Mais voilà, c'est un peu prendre le discours à l'envers, parce qu'effectivement, lorsque vous faites des exclus Xbox PC, eh bien quelque part quand même, vous empêchez les autres de grignoter votre gâteau. En l'occurrence, le gâteau qui lui, par contre, restera le même pour Bethesda, par exemple. Donc c'est important de le préciser, oui, sa logique est tout à fait viable, mais elle a des limites quand même. L'autre côté qui est intéressant dans son interview, qui a des limites aussi entre guillemets, hein, c'est qu'il a dit « Moi, je ne vois pas un monde unitaire, c'est-à-dire que tout le monde dans le Game Pass, non, je n'en veux pas non plus. » Il dit qu'il veut encore de la console physique, donc probablement, peut-être qu'effectivement, contrairement à ce que je dis, en 2027-2028, on aura peut-être une Xbox Series Z qui sera encore physique, qui aura un lecteur physique, peut-être, on verra, et qui sera plus puissante donc que la Xbox Series X, et non pas une console qui serait alimentée en partie par le cloud, supportée finalement un petit peu comme le GeForce Now RTX 3080 aujourd'hui finalement, c'est-à-dire une console qui aurait la possibilité d'upscaler à l'écran en 8K, puisqu'on sera peut-être en 8K dans le futur, et avec un serveur ultra puissant à distance qui compléterait la puissance locale, mais peut-être vraiment une console ultra puissante en local, on verra. Mais c'est ce qu'il a précisé quand même, il veut un monde diversifié. Mais là aussi, ça a des limites parce que bien entendu, il axe quand même beaucoup ses propositions sur le Game Pass et sur le xCloud. Et il a besoin bien entendu de plus en plus d'abonnés sur le Game Pass pour que la machine tourne. Voilà, donc je voulais préciser ça. Effectivement, je le crois sincère quand il dit ça, mais il y a des limites quand même à son discours. Ah, Nvidia revient en force. Alors d'un côté, il y a bonne proposition GeForce Now RTX 3080, qui a l'air très intéressante. De l'autre côté, bien entendu, il balance plein de nouvelles cartes. Pourquoi? Parce que Arc, bien entendu, va arriver. Arc Intel, les GPU Intel vont arriver. Et donc Nvidia a décidé de couper l'herbe sous le pied de ce nouvel adversaire. Et donc ils ont proposé des RTX, plein de RTX nouvelles, RTX 3080 12 Go, RTX 3070 Ti 16 Go, qui seraient plus puissantes que la RTX 3080 actuelle, ce qui brouillerait quand même un petit peu le message, mais rassurez-vous, plus puissante, mais beaucoup plus chère que la RTX 3080 Founder Edition. Au prix, on l'a trouvé il y a quand même pas mal de temps. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, parce que ces cartes, visiblement, ne sortiront pas. En tout cas, pas tout de suite. Elles étaient annoncées pour le CES 2022, et bien visiblement, elles ne sortiront pas tout de suite. Les seules cartes qui vont être annoncées, ce serait apparemment la RTX 3090 Ti, un véritable monstre, de consommation en particulier, et la RTX 3050 pour tirer vers l'entrée de gamme. Voilà ce qui serait annoncé, mais visiblement, il y a des cartes qui ont disparu du catalogue pour le moment. Alors on a vu un court trailer 4X Dune, alors c'est un 4X je précise, mais on n'en a pas vu grand chose durant le Game Awards, mais ça a été quand même intéressant. Alors il faut savoir que la licence appartient à Funcom. Funcom c'est un studio indépendant qui est à Oslo en Norvège, et ils ont décidé de faire le développement de ce nouveau 4X qui est basé sur Dune, sur l'univers de Dune, à Shiro Games. Et où c'est Shiro Games? C'est dans un endroit où un autre studio mythique existe, un studio mythique pour moi, un studio français à Bordeaux. Et oui, qu'est-ce qu'il y a à Bordeaux? Asobo. Et oui, bien entendu, Asobo Flight Simulator 2020, mais surtout Plectol Innocence et Plectol Requiem qui va bientôt arriver. Eh bien, il y a un autre studio à Bordeaux, comme quoi Bordeaux est un bon vivier de studios de jeux vidéo. Il n'y a pas que Bordeaux, bien entendu, en France. Shiro Games, c'est 48 employés, et donc c'est eux qui vont s'occuper de ce fameux Dune 4X, qui m'intéresse fortement. J'aime beaucoup les jeux de stratégie, et donc j'attends avec impatience d'en savoir un peu plus. Passons à l'affaire Star Wars Eclipse. Très beau trailer, vraiment hypant, oui, mais derrière il risque d'avoir quelques problèmes. Quel problème? Eh bien c'est Quantic Dream qui va devoir développer ce jeu. Or, Quantic Dream, ils ont plusieurs problèmes. Le premier, c'est le recrutement. Ils n'arrivent pas à recruter, et oui. Pourquoi? Eh bien, rappelez-vous, en 2018, il y a eu quand même une affaire qui a été révélée par Canard PC, Le Monde et Mediapart, sur visiblement la culture un peu toxique qu'il y avait dans l'entreprise. Alors, il y a eu des procès, des contre-procès, etc., etc. Je ne reviendrai pas sur l'affaire, mais visiblement, ça plombe un petit peu l'image quand même du studio. Ils ont du mal à recruter 60 personnes quand même. Deuxième problème qu'a Quantic Dream, ce n'est pas Rockstar. Les moteurs de jeu en 3D, en univers ouvert, ils ne connaissent pas. Or, visiblement, le jeu, ce serait un monde ouvert. Et donc, ça pose un petit problème, ou semi-ouvert. Et ça pose un petit problème parce qu'il faut qu'ils créent apparemment leur moteur de jeu spécifique à ce jeu-là, ce qui peut prendre pas mal de temps. Et justement, on annonce que le jeu ne sortira pas au minimum avant 3 ou 4 ans minimum. Donc, bref, c'était un beau trailer, mais je pense qu'on va pouvoir attendre un bon moment.
Et venons-en maintenant justement au moteur de jeu. C'est assez intéressant parce qu'il y en a certains qui se sont posé la question pourquoi est-ce qu'il y a des studios qui ont encore leur propre moteur de jeu, c'est-à-dire qui développent leur propre moteur de jeu avant de développer un jeu. Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. Il faut savoir déjà que tous les gros studios le font quasiment. Par exemple, prenons Xbox et prenons PlayStation, mais bien entendu, on prendra d'autres studios également. Côté PlayStation, on a bien entendu Insomniac Games qui ont leur propre moteur de jeu. Il y a Naughty Dog aussi, bien entendu. Il y a Santa Monica. Il y a bien entendu aussi Guerrilla Games avec leur moteur de jeu Decima. Et côté Xbox, c'est pareil. Bethesda, ils ont leur propre moteur de jeu, le Creation Engine. Playground Games, ils ont leur moteur de jeu, le Forza Tech, et ID Tech également pour ID Software, etc., etc. On peut prendre bien entendu des studios externes. Ubisoft, ils ont leur propre moteur de jeu, CD Projekt Red aussi, Rockstar, je n'en parle même pas. Donc pourquoi toutes ces entreprises ne prennent pas finalement l'Unreal Engine 5 ? Parce qu'il faut savoir qu'Unreal Engine 5 ne prend entre guillemets au-delà de 1 million de dollars de chiffre d'affaires, ne prend que 5%. Mais c'est là justement un petit problème, on en parlera après. Pourquoi donc ces entreprises de développement font créer leur propre moteur de jeu? Eh bien pour 3 raisons. La première, c'est la flexibilité. Et oui, vous avez une équipe qui va créer un moteur de jeu en fonction de ce que vous avez besoin. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a dans Unreal Engine 5 dont vous avez besoin, mais peut-être des choses plus spécifiques, des méthodes de développement plus spécifiques. Par exemple, Decima, c'est très intéressant. Decima de Guerrilla Games, ils ont inventé une brosse qui va créer des paysages très rapidement, des paysages spécifiques en fonction de leurs besoins. C'est hyper rapide, c'est hyper efficace. Le second point le plus important, c'est le temps de réponse. Si vous avez un bug, si vous avez un problème sur le moteur de jeu en question, vous avez les équipes qui sont en local à côté de vous. Vous pouvez directement aller les voir, il y a du répondant, c'est immédiat, et dans la journée même, vous pouvez avoir un problème technique réglé. Avec Epic Games, ça ne se passera pas comme ça. Vous allez devoir faire, entre guillemets, un ticket, ce qu'on appelle un ticket. Ils vont devoir collecter les tickets par ordre de priorité et résoudre les problèmes en fonction des arrivées. Et ça peut prendre des jours, des semaines, voire des mois, si c'est un petit problème. Et donc, vous devrez soit contourner le problème, soit l'accepter tel qu'il est. Alors qu'avec un moteur de jeu maison, vous pouvez aller directement voir les équipes et faire modifier en fonction de vos besoins le moteur en question. Le troisième problème, eh bien c'est l'argent, bien entendu. Imaginez Rockstar. Rockstar avec son GTA V qui a dû rapporter en chiffre d'affaires à peu près maintenant 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars, 5% sur le chiffre d'affaires au-delà de 1 million de dollars, donc on va dire sur les 8 milliards de dollars, ça ferait 400 millions de dollars livrés à Epic Games. 400 millions de dollars. Imaginons que vous embauchiez un ingénieur de développement avec le matériel qu'il faut, on peut dire que ça va coûter à l'entreprise, avec les frais bien entendu annexes, avec tous les frais et la paye, etc., ça va coûter peut-être 100 000 dollars par an, ce qui est déjà pas mal. 100 000 dollars par an, vous en embauchez 20 comme ça, vous avez donc une structure qui va créer 20 personnes qui vont créer votre moteur de jeu. Eh bien, vous pourriez alimenter avec les 5% que vous auriez dû donner à Epic Games pour son Unreal Engine 5, vous auriez pu alimenter pendant 200 ans ces 20 personnes à développer votre moteur de jeu. Bien entendu, j'ai pris le cas extrême, mais voilà, c'est ce que pensent un peu toutes les boîtes, c'est-à-dire les boîtes qui font des AAA, elles se disent on va gagner quand même beaucoup d'argent, en chiffre d'affaires au moins, et donc ce serait donner beaucoup d'argent finalement à Epic Games, à Unreal Engine, alors qu'on peut créer notre propre moteur et avoir les facilités que je vous ai expliquées avant. Ainsi, par exemple, God of War, le God of War 2018, il y a 20 millions de copies qui ont été vendues, même si on imagine qu'ils ont rapporté que 20 dollars par copie, Santa Monica Studio, eh bien ça fait 400 millions de dollars. Ça ferait donc 20 millions de dollars qui seraient offerts à Epic Games pour un éventuel Unreal Engine 5 ou 4 en l'occurrence, ce serait plutôt le 4, eh bien on aurait pu alimenter la même équipe, 20 personnes d'ingénieurs sur un moteur de jeu pendant 10 ans. Donc vous comprenez tout l'intérêt d'avoir son propre moteur de jeu, on gagne de l'argent, on gagne du temps, on gagne de la flexibilité, et en plus, désolé de le dire, mais vous regardez CD Projekt Red, on m'a dit ça aurait été bien pour eux qu'ils aient Unreal Engine 5. Oui, sauf que pour créer Night City, CD Projekt Red n'ont pas attendu Unreal Engine 5 qui vient juste de sortir et qui est encore en version bêta. Ils l'ont commencé il y a longtemps. Et donc, bien entendu, s'ils n'avaient pas eu leur propre moteur de jeu et leur propre concepteur, eh bien, ils auraient dû attendre encore quelques années. Vous allez me dire, ça aurait peut-être été pas plus mal, vu les bugs qu'il y a eu à la sortie, mais reconnaissant quand même que Night City est une très belle ville, qu'elle est très bien conçue aussi, et qu'elle claque à l'œil aussi, et elle date bien avant Unreal Engine 5. Et pour finir, les moteurs de jeu, ça évolue constamment, et donc le coût initial qui peut être important,
les développeurs que je vous ai parlé, vont diminuer peut-être avec le temps. Il y aura des adaptations à faire, bien entendu, des améliorations, mais le travail entier ne sera peut-être pas à refaire complètement. ID Tech avec ID Software en est une preuve. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Bien entendu, ça dépend essentiellement du chiffre d'affaires que vous allez sortir de votre jeu et de la capacité que vous avez à embaucher des personnes pour maintenir et créer votre propre moteur de jeu. Allez, maintenant on va parler rapidement d'un film. Je ne vais pas vous en parler très longtemps, ça s'appelle DOS 2, si vous préférez. C'est un film espagnol fantastique. Alors il faut savoir que le cinéma espagnol fantastique, ils produisent beaucoup de fantastique, beaucoup de thrillers aussi, entre parenthèses, et qui font du bon cinéma, il faut le savoir, enfin du bon cinéma, des bonnes séries ou des bons films. Mais là, désolé, pour le coup, ça ne passe pas. Alors quelle est l'histoire? Elle est très simple, c'est un pitch très court. Deux personnes inconnues se réveillent dans un lit, sans savoir qui est l'autre, bien entendu, et où ils sont, et ils se trouvent accrochés, on peut dire même liés, cousus ensemble, et donc impossible de se détacher sans avoir une grande souffrance, et ils ne comprennent pas pourquoi. Alors ça ressemble un petit peu à The Human Centipede, vous savez. Bon, ça craignait un petit peu ce film, il était un petit peu gore, là c'est beaucoup moins gore, c'est plus un thriller, pourquoi ils sont dans ce lit, pourquoi ils sont ensemble, attachés. Donc on pourrait se dire c'est assez intéressant, oui, mais voilà, le film manque de budget, le film manque aussi, bien entendu, d'ambition et de retournement de situation. C'est assez creux, ça dure 1h05 sans le générique de fin, et c'est tant mieux parce que finalement, c'est difficile à suivre. C'est-à-dire que les acteurs qui sont au nombre de 3 en tout et pour tout, c'est un huis clos, je vous précise, ça se passe essentiellement entre ces deux personnes. Ils y croient moyen, je trouve que leur jeu n'a pas été terrible, et surtout l'histoire est assez creuse. La fin, ma foi, il y a quand même une idée derrière, mais l'idée est plutôt mal exploitée, je trouve. Donc finalement, dans ce film, il ne se passe pas grand-chose, c'est pas très intéressant, je vous répète, les retournements de situation, il y en a peu, les acteurs sont très moyens, la réalisation également, la scénarisation tout autant, la photographie à peine mieux, et donc je vous conseille vivement de passer votre chemin, vous gagnerez du temps par rapport à moi. On va finir sur du jeu de rôle. Et oui, sur du jeu de rôle, ça fait très longtemps que je joue à du jeu de rôle sur table, je le précise. Donc à l'époque, j'avais d'ailleurs, je masterisais, comme on dit, j'étais maître de jeu, j'étais également joueur. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté d'être maître de jeu, d'ailleurs, je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi. Et donc je vais vous dire un petit peu à ce que je joue et vous donner 2 ou 3 conseils si vous voulez démarrer le jeu de rôle. Alors voilà, déjà, le guide que j'ai eu, le tout premier, l'Advanced Dungeons & Dragons, le Master Guide, j'ai commencé moi en 1979, et oui ça date. Ensuite bien entendu j'ai joué à Donjons Dragons, j'ai joué à Rêve de Dragon, j'ai joué à Terre du Milieu et à plusieurs jeux comme ça, avant d'arrêter vers mes 26 ans pendant un long moment pour reprendre assez récemment, il y a quelques années, avec mon groupe d'amis. Actuellement on joue à beaucoup de jeux de rôle. Alors mon conseil déjà, si vous voulez entamer un jeu de rôle, si vous voulez essayer bien entendu, c'est de savoir dans quel univers vous voulez jouer, parce qu'aujourd'hui, contrairement à mon époque, où c'était quand même très limité, aujourd'hui vous avez tout style de jeu, vous pouvez jouer à n'importe quel style de jeu. Ainsi, si vous aimez l'Heroic Fantasy, bien entendu, Donjons et Dragons est destiné pour vous, puisque vous allez vivre des aventures épiques entre magie, combats féroces et créatures monstrueuses, mais bien entendu, il existe beaucoup d'autres jeux, soit plus horrifiques, comme l'Appel de Toulouse par exemple, ou alors des jeux plus historiques, entre guillemets, avec un côté magique. Par exemple, on a joué à Lex Arcana. Lex Arcana, ça se passe durant la Rome antique, où vous représentez un groupe d'élite un petit peu à la X-Files, entre guillemets, qui va enquêter sur des phénomènes un peu paranormaux à l'époque romaine. Il y a un autre jeu qu'un membre du groupe nous a fait tester, Sapa Inca, où vous allez jouer dans le monde Inca espagnol, mais ça sera un petit peu différent de la réalité, puisque les Incas ne sont pas tombés face aux Espagnols, loin de là. On a également joué à Capitaine Vaudou, vous allez jouer un pirate dans les Caraïbes, un petit peu comme Pirates des Caraïbes, où bien entendu il y a beaucoup de magie qui est représentée par la magie vaudou, qui est très différente de Donjons et Dragons. On a joué aussi à Alien, pour vous donner un autre exemple. Alien, bien, on joue tout simplement face aux aliens, on va jouer des Space Marines ou autres corps d'unité. On a joué à Star Wars, le jeu de rôle, on a joué à Warhammer. Warhammer, vous connaissez en jeu vidéo, mais ça existe également en jeu de rôle, et en jeu, bien entendu, de figurines. On a joué aussi à Pendragon. Pendragon, c'est plus le côté chevalerie, le côté seigneurie qui est représenté, le côté moyenâgeux. Bref, il y a des tas de jeux. Par exemple, si vous voulez jouer à The Witcher, il existe un jeu de rôle The Witcher. Si vous voulez jouer à The Expanse, il existe un jeu The Expanse. Tous les domaines, même pour les plus jeunes, il y a des jeux pour les plus jeunes, tous les domaines sont représentés. Il faut savoir dans quel domaine vous voulez jouer. Est-ce que vous préférez plutôt le côté enquête, le côté héroïque, le côté dans l'espace, le côté futuriste, le côté horreur? En gros, définissez ce que vous voulez faire comme jeu pour essayer. C'est ça le plus important, dans quel univers vous serez le mieux.
Si vous voulez masteriser une partie, attention, attention, il faut de l'expérience. Et oui, il faut de l'expérience, on ne masterise pas une partie comme ça, il faut aussi de la préparation, il faut le savoir. Il faut préparer votre scénario, ça demande beaucoup de temps. Je vous conseille d'ailleurs vivement de ne pas partir sur une campagne. Il faut avoir de l'expérience et du temps pour pouvoir explorer la campagne et se préparer face à ce que vont faire vos joueurs, car bien entendu, ils ont une certaine liberté, vos joueurs, et seront difficiles à maîtriser. Parfois, ils feront des choses inattendues. Il va falloir vous adapter rapidement à la situation. Je vous conseille donc de ce côté-là de commencer plutôt par des petites parties et bien entendu avec un groupe de joueurs que vous connaissez et que vous savez que vous pouvez maîtriser entre guillemets, c'est-à-dire des joueurs qui vont pas faire n'importe quoi et qui vont vous éclater votre campagne ou votre scénario en moins de 30 secondes, tout comme des joueurs trop expérimentés et qui voudraient en faire qu'à leur tête. Si vous avez des joueurs expérimentés mais qui sont indulgents, ça passera, sinon attention à la catastrophe. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voulez que je vous parle plus en détail de certains types de jeux. Comme je vous ai dit, on en a fait beaucoup, on a fait également INS où vous allez jouer anges et démons. Vous choisissez si vous êtes des démons ou des anges sur Terre actuellement, bien entendu. Vous faites des enquêtes pour savoir ce qui se passe. Donc il y a bien entendu beaucoup de jeux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez joué et à quel jeu et si vous voulez avoir plus de détails. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.